Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Il était bon à un moment donné, quand à la fin de l'année, de présenter ses meilleurs vieux. Ah non, ça se dit plus là. Non. On ne dit plus ses meilleurs vieux, parce qu'en ce moment, c'est très mis en question. L'agisme. Alors c'est bien, c'est une vertu, c'est un défaut. On peut se demander ce qui se passe aujourd'hui et comment on traite une société, on l'a très souvent dit, elle se mesure au degré d'efficacité avec laquelle il s'occupe, d'efficacité et d'humanité bien sûr, avec laquelle elle s'occupe des personnes âgées et des enfants. Eh ben, les enfants, je ne sais pas comment ça se passe, on va en parler, on a déjà parlé au moment du Covid. Mais alors, les personnes âgées, les vieux, les seniors, quand on entend des mots, et je vous dis ça parce qu'on a entendu ça, et je ne citerai pas les auteurs de ces propos, l'euthanasie permettrait de faire une économie de 1,4 milliard d'euros. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de se barrasser des vieux, de les mettre au rencard, sinon ailleurs. On a vu des films aussi, des dystopies, où on dit, mais écoutez, oui, mais ça coûte très cher. On sait que dans les dernières années, ça coûte à la sécurité sociale des millions, voire des milliards. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sans tomber dans ces errements, nous avons deux personnes et nous allons parler parce qu'ils s'occupent vraiment chacun à leur manière. Véronique Besse, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée non inscrite de Vendée et vous travaillez, vous êtes centré sur la question du vieillissement. Vous avez entrepris un tour de France du bien vieillir et de l'innovation. On va en parler justement, et de votre tribune dans le Figaro, et ce qui se passe justement, vous avez pu voir sur place et de visu où on en est exactement. Dr David Bouillon, bonjour. Bonjour, monsieur. Déjà, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Vous êtes médecin généraliste. Vous avez créé en 2022 la Fondation Lagardère Protection de la personne âgée. Vous êtes à Mons, vous êtes en Belgique, bien sûr. Une unité médico-sociale qui offre des services à dimension médicale et humaine. Donc, on va parler de tout cela. Vous avez sorti un film, justement, qui s'appelle Serment d'Hippocrate des dignités. Voilà, comment défendre les droits fondamentaux et la dignité des personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'il faut arrêter de dire que des millions d'hommes et de femmes doivent être passés par profits et pertes. Ce qui est plus qu'un scandale, c'est une indignité. Alors, Véronique Besse, votre Tour de France, vous l'avez fait, pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous a amené à le faire et qu'est-ce que vous avez constaté? Je ne l'ai pas terminé, je continue bien sûr à faire ce Tour de France. En fait, c'est né d'un constat. Je me suis rendu compte que le sujet des personnes âgées, qui est un sujet de société, n'intéressait pas grand monde, ou pour quasi dire personne. Alors que c'est un thème qui nous concerne tous. Il n'y a pas une famille qui soit épargnée aujourd'hui. On a tous dans nos proches un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante. Et même nous, demain, on va vieillir le plus tard possible. Mais je me suis dit, c'est incroyable. Et à l'Assemblée nationale, c'est un sujet qu'on ne regarde que par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le bout de la lorgnette du financement. Donc, comme on n'a pas de sous, parce que l'État, je ne vais pas vous l'apprendre, est endetté. Donc on dit, on s'en occupera plus tard et on colmate, on tire des bords et on essaie Cotère sur une jambe de bois. Voilà, exactement, ça, exactement. Hein. Donc je me suis dit, en fait, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi plein de choses qui existent. Moi, j'ai été maire aussi de ma commune. Je sais qu'on a fait plein de choses adaptées aux personnes âgées. Et donc j'ai entrepris un Tour de France, un peu comme ça, la fleur au fusil. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui se passaient, qui étaient extraordinaires dans le domaine public et dans le domaine privé. Je me suis aussi rendu compte Vous avez vu un Tour de France des maisons de retraite. Des maisons de retraite, non pas forcément des maisons de retraite, oui. des choses qui fonctionnent. Donc je suis allée là où les personnes me demandaient de venir, et en fait je croule sous les demandes parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, des petites choses, notamment pour le domicile, qui changent la vie, des petits rien du tout. Par exemple, écoutez, j'ai visité au Havre une maison, la maison Dahlia, qui a été créée par le CCAS et qui est une maison témoin où les personnes qui souhaitent rester à domicile, mais avec des problèmes quand même de vieillissement, viennent dans cette maison et en fonction de leur perte d'autonomie, on leur donne des solutions. Et elles peuvent apporter ça chez elles. C'est comme une maison de conseil, si vous voulez. Oui, je vais vous donner un exemple très, très simple. Une personne âgée, ce qu'elle redoute, c'est de tomber. Parce que quand on
tombe, on peut se casser le col du fémur et après c'est la dégringolade. C'est-à-dire qu'on est hospitalisé, etc., etc., avec toutes les conséquences que ça engendre. Et là, il y a par exemple une canne, des personnes âgées qui ont une canne. Là, il y a une canne avec au bout de la canne, en fait, c'est une canne, une espèce de système qui empêche la canne de tomber. Alors, vous voyez, c'est tout simple, mais ça veut dire que si la canne tombe, la personne âgée, elle peut tomber, mais avec ce genre de canne, la personne âgée ne tombera pas parce que la canne ne tombe pas. Ça paraît dérisoire de dire ça, mais c'est des petites choses de la vie, vous voyez, des petits exemples de la vie quotidienne qui permettent à nos personnes âgées de rester le plus longtemps à domicile. Mais il y a plein de choses. Tout ce qui touche à l'hygiène, à la salle de bain, à la cuisine, etc. Il y a plein d'éléments qui sont adaptés. Et puis, je suis allée aussi dans les EHPAD. Je me souviens d'un EHPAD qui est accolé à l'hôpital de Cannes, où ils font des choses remarquables. Ils se sont pris en main, le personnel notamment. Ils se sont dit, on peut plus continuer comme ça, on peut pas accompagner nos anciens de la façon dont on le fait, parce que ce n'est plus notre éthique. Et ils ont fait une grande réflexion, ça a duré 2 ans, et ils ont fait un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont remis, alors ça paraît simple quand on le dit, la personne âgée au cœur de leur réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut la personne âgée? Parce qu'en fait, la personne âgée... Vous voulez dire que avant, c'était pas ça? Non, c'est-à-dire que la personne âgée, elle devient dépendante parce qu'elle n'est plus utile. Elle ne choisit pas comment elle s'habille, elle ne choisit pas ce qu'elle mange, elle ne choisit pas ses animations, on choisit pour elle. Et là, ils ont tout changé leur façon de voir les choses. Ils ont remis la personne âgée, ou ils ont mis la personne âgée au cœur de leur réflexion. C'est-à-dire que la personne âgée, elle se lève quand elle le souhaite, elle déjeune quand elle le souhaite, etc. Elle participe à l'animation qu'elle a choisie, etc. Et ils ont pu modeler ça leur emploi du temps. Compliqué, mais moralité, moins de médicaments chez la personne âgée et moins d'absentéisme chez le personnel. Et tout le monde a le sourire. Et je peux vous dire que ça fait du bien de voir une maison de retraite comme ça. Et ce sont des petites choses que moi j'ai découvertes en faisant ce Tour de France, et je continue. J'ai énormément de sollicitations, mais c'est extraordinaire. Donc, est-ce que vous regardez, alors madame la députée, juste Véronique Besse, vous regardez le côté positif des choses, qui est très bien, ou vous regardez aussi le côté où ça ne va pas? Alors, je vois des choses qui ne vont pas, mais justement, j'essaie surtout de voir les choses positives, parce qu'en fait, on a tendance à parler des personnes âgées d'une manière très négative. Un jour, j'ai été très choquée. Il y a un jeune qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, en Vendée, chez moi, et qui m'a dit, de toute façon, les personnes âgées, je vois pas pourquoi vous en occupez, parce que c'est moche, ça pue et ça coûte cher. Quand vous entendez ça, ça vous pose un certain nombre de questions. Donc moi, je veux voir le côté positif. Les personnes âgées, elles ont beaucoup à nous apprendre, et notre devoir, c'est de les accompagner dans leurs souhaits, dans leurs choix, etc. Et c'est possible de le faire aujourd'hui, à condition qu'on les mette au cœur de notre réflexion. Alors justement, il y a quelqu'un qui a mis au cœur de sa réflexion depuis longtemps, c'est David Bouillon. David Bouillon, cette fondation Lagardère, on en a parlé déjà, vous l'avez créée en 2022. Et alors, les personnes âgées, parce que vous êtes beaucoup occupés justement au moment du Covid, etc., et vous avez créé, et vous allez nous en reparler, cette espèce de car qui fait que vous pouvez vous circuler, vous et vos collaborateurs, etc. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez ressenti, c'est qu'on a abandonné, donc en Belgique, à Mons, mais là ça rayonne un peu partout. Vous venez en France, d'ailleurs, faire... En fait, c'est quoi? Vous avez constaté qu'on mettait un peu au rencard un peu un certain nombre de gens et qu'il fallait s'en occuper autrement? Comment? Écoutez, la réponse, elle est simple. Ce n'est pas que j'ai constaté, c'est que je l'ai vécu. Donc, des moments où, en étant enfant, on subit la maltraitance de son père, donc, et on y résiste. On est un vrai résistant. Donc, on dit non à ce que votre père vous impose. Et si on dit non, c'est de la ceinture. Ce sont des coups. Ma grand-mère, donc, était au courant de cette maltraitance et elle a inventé toutes les raisons pour venir me chercher, pour me protéger, pour m'aider. Et donc, évidemment, en tant qu'humain, jamais j'oublierai l'attitude de ma grand-mère, donc une personne âgée qui m'a aidé dans cette maltraitance. Alors, je me suis dit, je ferai la même chose quand je serai plus grand. Évidemment, en étant plus grand, la vie fait que ma propre grand-mère, qui m'a aidé, a subi la maltraitance de mon père également, qu'il a donc placé contre sa volonté dans une maison de repos, qu'on dit EHPAD en France. Et un jour, elle m'a téléphoné quand j'étais médecin, en disant, David, viens me chercher, je suis malheureuse, on rentre dans ma chambre, je mange mal, je vais me laisser mourir parce que je suis au bout du rouleau. Et j'étais la chercher.
et elle a vécu jusqu'à 92 ans à mes côtés. Et là, j'ai appris toutes ses souffrances, j'ai appris tous ses besoins et surtout écouter ce qu'elle avait besoin. Et donc, c'est une expertise en tant qu'humain extrêmement importante. Puis j'ai vécu le suicide de mon frère, donc aussi de maltraitance. Donc cette maltraitance, je l'ai au bout des doigts. Et évidemment, étant médecin, et ça, je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui et de le rappeler, c'est que des moments où on prête son serment d'Hippocrate, son serment des médecins, on n'est pas dans les traitements, on est dans la dignité humaine, on est dans la vie humaine, on est dans la souffrance des patients, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances. Le serment, il est là, il est noir sur blanc. Donc, on doit s'occuper de tout ce qui est dignité humaine. Alors évidemment, je passe au niveau politique, on a sorti quand même la loi relative aux droits du patient, où là c'est l'information, c'est la dignité, encore et toujours, et une médecine de qualité. Et puis après, vous avez cette charte fondamentale, donc cette charte des droits fondamentaux au niveau de l'Europe, c'est toujours la dignité humaine, c'est toujours le droit à la vie. Et puis il y a le code pénal. Alors évidemment, donc quand vous êtes médecin de terrain, et qu'on vous appelle au secours, docteur, je me sens mourir et il n'y a personne qui vient m'aider, mais vous découvrez cette maltraitance que je qualifie d'invisible. Invisible par les autorités médicales, donc l'ordre des médecins, invisible par la justice, et invisible par les élus politiques, en tout cas du côté de Mons, en Belgique, et en Belgique, c'est invisible du côté politique aussi. Ils ne vont pas vers le citoyen, ils ne font pas la Gardère. Alors justement, on va en parler de cette invisibilité, on va continuer à en parler juste après cette petite pause. C'est très important, ça concerne des millions de gens, avec Véronique Besse, députée non inscrite de Vendée, et avec David Bouillon. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Eh bien, toujours et plus que jamais, effectivement, il faut choisir, on s'occupe de quoi? On s'occupe d'économie et on s'occupe de rentabilité, et donc on ne s'occupe plus des bouches dites inutiles, ou au contraire, comme Véronique Besse, une politique, et comme David Bouillon, un médecin, on s'occupe justement de la vie, et de la vie dans tous ses états. Véronique Besse, justement, par rapport à David Bouillon parlait de ce qui se passe en Mons. Est-ce que, effectivement, et vous l'avez dit, vous aussi, au début de votre intervention, c'est un peu invisibilisé tout ça, on s'occupe, on en parle pour les retraites, ça oui, on en parle beaucoup des retraites, hein, et plus que jamais. Mais vous avez constaté, vous, par exemple, à l'Assemblée nationale ou ailleurs, on s'en occupe, mais on s'en occupe pas, parce que il faut dire aussi les choses. Hein, les personnes âgées, c'est pas eux qui vont manifester, qui vont casser des préfectures, qui vont bloquer des routes, qui vont, etc. Donc on se dit oui, ceux-là, écoutez, ils vont pas nous embêter comme d'autres. Est-ce qu'il y a quand même ce sentiment un peu honteux, un peu pas dit, mais chez certains qui existe? Vous avez raison, ce sont pas les personnes âgées qui iront sur les ronds-points manifester avec les gilets jaunes à une époque. Mais pourtant, c'est les personnes âgées, elles sont en souffrance. Beaucoup sont en souffrance, pas toutes, mais beaucoup. Non, bien sûr. Elles ne disent rien parce qu'en fait, elles subissent. Elles ne se sentent plus utiles pour la plupart d'entre elles, comme je le disais, parce qu'on décide à leur place. Il y a aussi, bien sûr, les aidants, les proches. Le conjoint, et les aidants aussi souffrent. On en parle très peu, mais les aidants, veut dire le personnel soignant, c'est ça? Non, la famille souvent, ou le conjoint qui est à côté de la personne âgée et qui est souvent démunie et qui quelquefois se fatigue et s'essouffle beaucoup plus vite que la personne âgée. Et puis bien sûr il y a le personnel. Vous savez, je vous donnais un chiffre, 42% du personnel aujourd'hui en EHPAD ou à domicile a un projet de reconversion dans les 3 ans, ce qui est énorme. Ah ouais. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que on a en fait une bombe à retardement qui est sous nos yeux, en fait. Parce que quand on regarde la démographie, on sait qu'à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, c'est tout près, il y aura plus de 6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans. En France. En France. 6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans. Et aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 4 millions. Donc, vous voyez le bond qui va être fait. Donc, ça veut dire aussi, on a des gens qui vont être valides, mais on va avoir aussi des gens dans la grande dépendance. On vit de plus en plus vieux, ce qui est une chance. Il n'y a jamais eu autant de centenaires. Mais
comment on les accompagne. Donc notre système en EHPAD et à domicile, je pense, est vraiment à bout de souffle. Il faut tout revoir, il faut tout remettre, il faut avoir le courage et l'audace de remettre tout ça un peu au goût du jour, parce que nos EHPAD sont plus du tout adaptés. Le personnel s'essouffle, il n'y a pas les moyens suffisants pour avoir du personnel en nombre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le personnel court toujours, je ne leur jette pas la pierre, loin de là, parce qu'ils font un travail remarquable. Mais c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très concret. Oui. La petite dame qui veut s'habiller le matin et qui a envie, on vient dans sa chambre, on lui dit... Madame Dupont, on va vous habiller, bon, très bien. On va vous mettre le pull rouge. Et elle dit, non, mais j'aurais bien mis le pull vert ce matin. Ah non, on va mettre le pull rouge. Pourquoi on veut lui mettre le pull rouge? Parce que le pull rouge, il s'enfile plus vite que le pull vert, où il veut faire des contorsions, elle a de l'arthrose et que c'est compliqué, etc. Donc, on lui met le pull rouge, contre son avis. Bon, elle dira rien. Et puis après, elle va déjeuner. Elle n'a pas envie, forcément, de ce qu'il y a, ce qu'on lui présente. Parce qu'on lui propose un café, elle aurait préféré un thé, etc., etc. Et toute la journée, en fait, elle bataille un peu. Et puis, finalement, elle finit par baisser les bras. Et voilà, et la dépendance s'installe comme ça. C'est pareil, un petit grand-père que j'ai vu il y a pas longtemps, il est rentré valide, 15 jours après, je le retrouve dans un fauteuil roulant. Je dis, mais pourquoi vous êtes dans un fauteuil? Parce qu'en fait, le personnel, et encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre, mais ils n'ont pas le temps d'accompagner le papy, bras dessus, bras dessous, pour aller déjeuner. Donc, c'est bien plus rapide de le mettre dans un fauteuil. Même chose, on ne l'accompagne plus aux toilettes. Désolé de rentrer dans les détails, mais c'est ça. Et donc, on lui met une couche. Et voilà. Et on entretient comme ça la dépendance des personnes âgées. Et surtout, ça dégrade de plus en plus sa personnalité. Et il n'y a plus de dignité. Et en fait, la maltraitance, ce ne sont pas que des coups. La maltraitance, c'est ça. C'est-à-dire que la personne âgée, petit à petit, on lui enlève tout son pouvoir de décision. Et c'est ça de la maltraitance. C'est aussi, parce faute de personnel, quand il faut un week-end du mois d'août commencer à mettre les gens au lit, eh bien, quand on n'est que 2 dans un établissement de 100 personnes, eh bien, on commence à coucher les anciens à 15h30, un beau dimanche du mois d'août. Ça, c'est de la maltraitance. C'est ça, et vraiment, et il faudrait parler aussi, parce que les soignants aussi ne sont pas toujours très bien payé, c'est le moins que l'on puisse dire, hein. Parce que c'est un travail très difficile, il faut le dire. Enfin, moi j'ai de l'admiration devant, en tout cas, la plupart des soignants, parce que c'est très dur, quoi. C'est très dur, et il y a un manque de... Alors, il y a le salaire, même si ça a été un peu revalorisé, mais il y a surtout la reconnaissance. Oui, la reconnaissance, en fait. Et ce sont des métiers qui n'attirent plus, alors que c'est des métiers qui ont du sens. Et en fait, effectivement, c'est des métiers difficiles parce que moralement et physiquement, ce sont des métiers difficiles. Mais ce sont des gens qui sont peu reconnus dans leur métier, alors que ce sont des vocations souvent. Et c'est dommage qu'on n'incite pas des jeunes à aller vers ces métiers. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent donner du sens à leur vie. Eh bien, moi, je trouve que ce serait bien de les inciter à aller plus vers ces métiers. Mais compte tenu du contexte, c'est compliqué aussi de les inciter d'aller vers ces métiers. Avec la crise et avec ce qui se passe. Alors justement, la maltraitance, David Bouillon, c'est au centre de votre démarche. Oui. Parce que vous combattez justement la maltraitance. C'est un combat. Et alors justement, donnez-nous des exemples un peu. Qu'est-ce qui vous a fait réagir? Parce que la maltraitance, vous en parlez depuis qu'on se connaît, depuis que vous avez entrepris votre action. Oui. Alors, c'est quoi pour vous, et donnez-nous encore une fois les démarches que vous avez faites, quelques exemples en tout cas. Mais je suis très content en tout cas d'entendre Madame la députée, parce qu'en réalité, c'est le côté politique qui ne fait pas son travail en Belgique, mais en France aussi. Et donc, c'est quoi la maltraitance? Mais ce sont des personnes âgées qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas. Voilà pourquoi le film leur donne la parole. Hein. Ils expliquent leur propre maltraitance et souffrance. Ils sont souvent devant la mort. Mais comme ils sont âgés, c'est une mort qui n'est pas méritée. Ça veut dire, j'ai découvert des milliers de personnes âgées qui étaient par exemple en privation de soins. Ça veut dire, on téléphone dans son médecin traitant ou on va à l'hôpital et on n'a pas une mise au point, on n'a pas un diagnostic, on n'a pas un traitement approprié à la maladie. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a le fait que cette personne âgée n'a plus le droit à son autonomie. Donc, ça veut dire que ce sont des avocats, ce sont des hommes de loi qui prennent la décision à leur place et donc ils sont plus maîtres de leur santé, ils sont plus maîtres de leur argent, ils sont plus maîtres de leurs décisions. Et alors, par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est le combat que je mène avec ma compagne infirmière depuis 10 ans, c'est que le domicile, il est facile. C'est-à-dire des moments où on installe la personne âgée au milieu
donc de cette équipe de soignants, l'infirmière, l'aide-soignante, le pharmacien, le médecin généraliste, tout le monde devrait collaborer ensemble pour apporter les soins de qualité et la dignité à cette personne âgée. Et avec cette crise sanitaire, on a découvert que les infirmières continuaient leur travail à domicile, mais elles étaient seules parce que les médecins généralistes restaient dans leur cabinet, refusaient des soins, avaient des consultations par téléphone. D'ailleurs, je suis content d'apprendre qu'en Belgique, on va supprimer cette consultation médicale par téléphone payante. Donc ça veut dire que le médecin obtenait de l'assurance plus de 20 € en disant au téléphone « je ne sais pas venir » ou « ne viens pas », clac. Et c'était 20 €. Et la personne... oui, d'accord. Et donc, cette consultation téléphonique, pour moi, est une aberration, parce que c'est en allant vers la personne âgée, ou en écoutant la personne âgée, qu'on découvre la vraie maltraitance. C'est-à-dire qu'elle nous appelle pour une angine, une bronchite ou une pneumonie, et on découvre, comme dans le film, mais que cette personne âgée, elle est séquestrée, par exemple, à l'étage. On découvre que cette personne âgée subit des coups par un petit-fils qui a besoin d'argent. Et donc, c'est en parlant, c'est en écoutant, c'est vraiment en prenant le temps qu'il faut qu'on découvre cette maltraitance qui est invisible. Alors évidemment, on appuie sur la sonnette d'alarme. De l'invisible, parce que justement, il y a maltraitance invisible. Alors on appuie sur la sonnette d'alarme, et après on se rend compte que les élus politiques ne font rien. Donc ça veut dire, Madame la députée, à Mons, et dans beaucoup d'endroits en Belgique, parce qu'il n'y a pas que Mons, on travaille dans toute la Belgique, il y a des maisons insalubres, par exemple. Il y a des personnes âgées qui vivent dans une auto, dans un garage. Il y a des personnes âgées qui vivent dans des bois. Ils sont là. Et il n'y a personne qui vient les aider. Donc dans le film, il y a des personnes sans abri âgées qui étaient dans une caravane, sans chauffage, sans électricité, sans eau, et ils ont vécu 17 mois sans traitement, sans aide financière et médicale, alors qu'ils avaient du diabète et de l'hypertension. Et donc voilà le problème. Et quand le docteur Bouillon tire sous la sonnette, il y a une maltraitance qui alors devient une cabale. C'est-à-dire que celui-là, il devrait se taire, il dérange, et donc parce que certains magistrats ne font pas leur travail, l'ordre des médecins. Certains membres de l'ordre des médecins ne font pas leur travail. Et quand je dis pas leur travail, Monsieur Berkhoff, ça veut dire que la personne qui est victime de maltraitance n'est pas entendue par les magistrats, n'est pas entendue par la police, n'est pas entendu par les membres de l'ordre des médecins. Comment voulez-vous aider ou combattre la maltraitance si toutes ces autorités qui sont là pour aider et protéger les personnes âgées ne font pas leur devoir? Et voilà pourquoi, dans cette importance que je vais dire, c'est que je reçois alors le coup de revers, donc vraiment le coup de revers, parce que ce sont la famille qui est l'objet de la maltraitance vis-à-vis de leurs aînés, qui porte plainte, et alors ça se retourne contre moi. Donc voilà, c'est pas grave, mais je pense que des moments où le politique, le médical va s'unir, comme l'emblème de la Belgique, l'union fait la force, je pense que les personnes âgées vivront mieux. On va en parler tout de suite, et justement, je voudrais avoir la réponse de la politique, de la députée qui est là, Véronique Besse. La réponse, en tout cas, comment pallier cet état de choses, pallier cette invisibilité, pallier peut-être cette relative indifférence, en tout cas, qui vaut en Belgique, en France et ailleurs, hein. Juste après cette petite pause, restez avec nous, et 0826 300 300 si vous avez à intervenir pour poser des questions à Véronique Besse ou à David Bouillon. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Alors justement, cette question est vraiment tellement important de parler de ça, ça concerne absolument tout le monde, hein, qu'on soit grand-père ou qu'on soit petit enfant et qu'on soit petit-fils, etc. Véronique Besse, dans votre tour, vous avez parlé, et à juste titre, et plus que légitimement, et on espère que les exemples positifs sont là et vont croître et se multiplier, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu plus loin, justement, que peut faire les politiques? Je parle du législateur, je parle de l'exécutif. Comment, à votre avis, on peut aller un peu plus loin, et surtout dans le changement de logiciel qui consiste, parce qu'encore une fois on a entendu certains, ne pas dire ah oui, ils servent à rien, ils ne manifestent pas, donc on va leur prendre leur retraite, enfin je caricature mais exprès, et puis le reste c'est pas important, alors qu'au contraire la vie c'est ce qui est le plus important. Déjà, il faut prendre conscience du problème.
Parce que pour l'instant, on met un peu le problème sous le tapis. À votre avis, on n'a pas pris conscience du problème? Non. En fait, je vous rappelle, Emmanuel Macron avait dit que ce serait le marqueur social de son quinquennat. Il a dit ça en 2018. On est au 2e quinquennat. On n'a toujours pas vu la loi Grand Âge qui est demandée depuis longtemps. Donc, on lui dit il n'y a pas d'argent. On voit toujours ça, comme je le disais tout à l'heure, sous le prisme de l'argent. Je pense qu'il ne faut pas du tout voir les choses comme ça. Deuxièmement, le modèle de nos EHPAD, il faut le changer totalement parce qu'il faut le débureaucratiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le personnel, dans la grande majeure partie des cas, notamment le directeur ou la directrice, il croule sous les tableaux à remplir, sous la paperasse. La paperasse. C'est autant de temps qu'il ne passe pas auprès des personnes âgées. Donc, il faut tout ça, simplifier tout ça. Mais je pensais qu'on avait créé des autorités régionales de santé. Ah, mais c'est pire pour que tout. s'occuper de la C'est paperasserie. pire que tout. Parce que les ARS, les agences régionales de santé, elles demandent encore plus de tableaux de bord. Il y a 2 tutelles, les ARS et les départements. Chacun demande des tableaux de bord, sont pas les mêmes évidemment. Des tableaux de bord qui ne servent à rien. Il paraît qu'il y en a. On roule sur les normes. Voilà. Les normes, etc. Le dernier en date, c'est depuis le 1er janvier. C'est pour, il faut mesurer par jour, 2 ou 3 fois par jour, je crois, la qualité de l'air dans les EHPAD, avec des barèmes et des trucs à remplir. Donc vous voyez, c'est complètement absurde. Et pendant ce temps, on ne s'occupe pas des personnes âgées. Donc en fait, il faut tout remettre à plat, etc. Et puis repartir, comme je le dis, des souhaits des personnes âgées. Elles souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible. Bon, donc il faut adapter les logements. Et les domiciles, souvent, ne sont pas adaptés. Mais il y a plein de choses qui existent. Je vais vous donner le cas d'une association qui s'appelle Colombage. Ce sont des jeunes qui ont monté ça, des jeunes brillants qui auraient pu faire beaucoup d'autres choses. Ils ont voulu donner du sens à leur vie. Ils ont monté ça sur Paris, les grandes villes de France, mais j'espère que ça ira au-delà. Oui. Ils sont en pleine expansion, c'est-à-dire que c'est du bon sens. Une mamie ou un papy qui vit dans un appartement à Paris, un appartement trop grand, ils sont seuls, enfin la mamie ou le papy est seul, il se dit tiens, le soir j'ai un peu peur, je voudrais pas rentrer en EHPAD, mais dans ce grand appartement je suis un peu perdu. Et à côté de ça, il y a des jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer un appartement ou un studio, etc. Et donc eux, ils ont créé le Colombage. Et donc c'est quoi ? Ils recherchent les anciens qui ont des appartements trop grands, ils recherchent des jeunes qui viennent habiter, et qui c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la personne âgée, elle a un petit pécule en plus que le jeune lui paye quand même un loyer. Elle a aussi le sentiment d'être en sécurité, notamment la nuit. Elle a quelqu'un à portée de main et le jeune peut rendre service et est très heureux au contact. Et ce sont des petites choses. Et ça marche super, trop bien. Ils sont débordés de demandes. Et la famille est aussi en sécurité, se dit ma mère ou mon père dort tranquille, etc. Vous voyez, c'est des petites choses qui peuvent paraître dérisoires, mais c'est comme ça qu'on avance en fait. Et il faudrait avoir toute la palette de domicile en fonction des besoins des personnes âgées. Et il y a plein de choses qui existent là encore, mais il faut les regarder, il faut prendre le temps de... Alors ça paraît vraiment quelquefois un peu au ras des pâquerettes, mais ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne. Voilà. Et dans nos EHPAD, il faut arrêter de faire des trucs énormes. Il faut faire des petites... Alors parce qu'on est toujours dans une logique financière, mais de rentabilité, mais il faut revoir nos EHPAD, il faut les rendre beaucoup plus humains. Il faut vraiment que ces établissements soient à échelle humaine, avec des petits nombres, voilà, et où l'ancien est pris en considération. Il y a une attention. Ouais. Mais tout le problème, Véronique Besse, c'est ça, c'est que beaucoup de gens placent la rentabilité au premier plan et vous disent oui, attendez, c'est très gentil tout ça, mais nous, au retour sur investissement, on le sait très bien et on dit pas que c'est bien. Hein. Mais justement, votre film, oui, David Bouillon. Je voudrais quand même rebondir. Parce que ici, c'est le respect le plus profond par rapport à Madame la députée, mais ça me fait penser à 10 ans en arrière, parce que ça fait 10 ans que je me bats. Or, donc, en 2017, vous devez le savoir tous, en 2017, j'ai rencontré la ministre de la Santé fédérale, Maggie de Bloch, pour dénoncer ce gaspillage de médicaments. Donc, en Belgique, on détruit 600 tonnes de médicaments par an. Périmés et non périmés. De cancer et pas de cancer. Et donc, ça veut dire que c'est déjà de l'argent qui est jeté, qui pourrait servir directement dans la poche des personnes âgées. J'ai rencontré le Premier ministre en 2019 pour signaler que des personnes étaient en privation de soins et dans des maisons insalubres. Il m'a dit, vous avez raison, mais on le fera.
et il ne l'a jamais fait. Et alors, ici à Mons, j'ai rencontré les élus politiques pour créer des habitats d'urgence pour personnes âgées. Donc quand elle est une personne âgée qui était victime de maltraitance, on pouvait l'installer dans des logements d'urgence. On l'a fait. On a eu des personnes âgées qu'on a hébergées en urgence. Eh ben, les élus politiques ne nous ont pas aidés, bien au contraire. Mais par contre, c'est là que je suis pas toujours d'accord, c'est que dans le budget d'une ville, il y a eu une gare à Mons de 500 millions d'euros. Un demi-milliard pour une gare qui n'était pas une priorité, qui n'était pas une nécessité. Vous avez l'ensemble de la ville de Mons, 100 000 habitants, il y a une quantité phénoménale de logements qui sont à moitié vides, qui pourraient être utilisés pour des personnes âgées qui sont dans des maisons insalubres. Je répète, des maisons insalubres. Et donc, l'argent est là, mais on ne l'utilise pas pour ces personnes âgées. Les élus politiques à Mons, ce sont des personnes qui sont jeunes et qui sont plus dans l'amusement, puisqu'on vient de terminer un festival des Lumières, donc toutes les façades illuminées à Mons. Ah, c'est beau, mais ça coûte un prix de fou. Et donc, les DJ, Oui, les on fait donc, du divertissement, mais les gens qui ont besoin de... l'OMS, je ne suis pas pour l'OMS, mais ils le disent quand même, il ne faut pas oublier que les personnes âgées, c'est plus de 60 ans. Donc j'y suis. Donc ça veut dire qu'une personne âgée, elle est la bienvenue quand il faut aller chercher les petits-enfants à l'école. Elle est la bienvenue derrière un micro. En tant que journaliste, j'ai des avocats de plus de 80 ans. J'ai des personnes super actives de 100 ans. Non, la personne âgée, c'est pas l'âge qui compte. C'est comme les enfants. Ce n'est pas l'âge. C'est simplement la dignité, c'est-à-dire le respect de l'être humain. Ils le font mieux chez les animaux que chez nos êtres humains européens. Parce que j'ai des amis professeurs en RDC. Et c'est pas comme ça qu'on agit vis-à-vis de leurs aînés. On parle de l'Afrique du Congo, notamment. Oui, et pendant la crise sanitaire, dans notre centre Lagardère à Mons, nous avons eu beaucoup de communautés algériennes, marocaines, qui sont venues avec le grand-parent très âgé pour se faire soigner, parce que le médecin traitant refusait, parce que l'hôpital les remballait avec du paracétamol. Il faut le dire, ça. Et c'est dans le film. Donc, le film... On peut le voir où, votre film, justement? Alors, le film peut être maintenant vu sur la plateforme Vimeo, donc sur le serment d'Hippocrate et dignité sur la plateforme Vimeo, et il est gratuit. Vous savez qu'on a projeté ce film en Belgique dans 8 grandes salles. On n'a pas vu un seul journaliste. On n'a pas vu un seul homme de loi. Et on n'a pas vu un seul membre de l'ordre des médecins. Donc ça veut dire que comment voulez-vous traiter un sujet si vous ne regardez pas un film où ce sont les personnes âgées qui témoignent de leur souffrance et de leur calvaire? Parce qu'on parle de calvaire, d'enfer, parce que Madame la députée parle des vêtements, du confort, mais... Moi, je ne parle pas de ça. Je parle du médical. Ça veut dire une personne âgée qui téléphone à son médecin traitant n'aura pas une prise de sang complète. Elle n'aura pas un diagnostic. David Bouillon, l'un n'empêchant pas l'autre. Je crois que vous êtes en synergie. On est en phase. Et pas du tout en opposition. Mais nous avons vu des personnes âgées victimes de pneumonie ou des infirmières ont utilisé des oreillers pour les faire taire, les empêcher de gémir. D'où le Rivotril en France, qu'on n'a pas eu en Belgique. On a, je crois, je crois que nous avons... Une auditrice, Sonia, qui appelle de Saint-Maur-des-Fossés. Oui, Sonia, bonjour. Bonjour André, toujours ravi de vous entendre. Voilà. Merci. En plus, on a des super affiches dans les rues en ce moment, donc ça fait très plaisir de voir que vous... je me présente à la présidence, c'est pour ça. Voilà. Merci Sonia. Oui, dites-moi. Je salue vos invités, dont le docteur Bouillon, et je pense pas que c'est un hasard ce rapprochement avec son histoire de l'enfance et de nos anciens. Je pense que c'est la société et la place qu'elle donne et à nos enfants et à nos anciens. Ouais. Voilà, qui ne va pas du tout. Voilà. Et moi, j'ai été moi-même aidante de ma maman pendant des années, mais très jeune, parce que je suis enfant des 40 ans. D'ailleurs, ça étonnait les personnels soignants quand on arrivait, et du coup, les positions étaient autrement. J'ai pas eu la chance, la dernière fois, de pouvoir la sortir de là. Elle me disait tout le temps, si tu n'étais pas là, ça ferait longtemps que je serais partie. Parce que c'est un vrai combat avec les personnels soignants. Un combat, vous voulez dire, un combat sur quel plan? Dites-moi. Par exemple, pour une opération qui n'est pas vitale, mais qu'on pousse, il a fallu que je fasse sortir ma mère contre avis médical à 2 reprises, où finalement j'avais eu raison. La dernière fois, malheureusement, suite à une chute, elle est partie, mais pas pour ça, parce que justement, elle a contracté
une infection pulmonaire. La fragilité à ce moment-là qui devient... Voilà, et moi je serais un petit peu moins indulgente que votre invité. Je m'excuse, j'ai pas retenu le nom de la dame, excusez-moi. Madame Véronique Besse, oui, députée non inscrite, oui. Sur le personnel, je pense que quand on fait un métier, la vraie question c'est pourquoi fait-on ce métier. Et moi dans ce milieu, j'ai rencontré des anges, et j'ai rencontré des personnes qui n'ont rien à faire dans les soins. Qui sont là, je ne sais pas pourquoi, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai été témoin silencieux, j'ai entendu des fois des petites mamies se batailler en attendant l'ascenseur, ça fait très mal au cœur. Voilà, et des infirmières qui se moquent. Voilà, j'ai été témoin aussi d'amis. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi cette question-là. Pourquoi fait-on ce métier-là ? Oui, c'est une vraie question. C'est surtout que c'est un métier, encore une fois, qui n'est pas facile, il faut le dire et le répéter. Et évidemment, il faut le faire avec le maximum d'humanité, sinon... Véronique Besse, par rapport à ce que vous avez entendu, est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, s'il y avait des priorités... Je ne dis pas si vous étiez ministre des personnes âgées, mais comme si vous étiez de priorité, vous allez vers quoi d'abord, après l'expérience que vous avez eue et que vous avez encore eu de visiter? Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, le plus important? Il y a plusieurs choses, mais qu'est-ce qui vous paraît prioritaire, je dirais? La prévention. Déjà, la prévention pour qu'on vive... le plus longtemps possible en bonne santé. Je crois qu'on a un gros travail à faire de prévention en France, parce que c'est comme ça que ça se dégrade, les situations se dégradent très vite. C'est pour ça qu'il y a une perte d'autonomie qui peut arriver très vite. Et je dirais juste, excusez-moi, je ne veux pas prendre mais il y a quelque chose. Hier, je faisais une émission sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va jouer un rôle fondamental parce que avec les milliards de données, il va y avoir, on saura vraiment avant que vous ayez le moindre signe si vous pouvez avoir un cancer ou pas, etc. On est en train de changer de monde de ce point de vue-là. Je dis pas que ça va tout arranger. Je dis simplement que voilà, ça va pouvoir, en tout cas, prévenir beaucoup plus fortement par rapport qu'avant, par rapport à ce que vous disiez. Complètement. Donc la prévention, il faudrait que ça soit une habitude dès le plus jeune âge, en fait, qu'on inculque ça très jeune. Absolument. Et qu'il y ait des habitudes de santé, même si on a moins de médecins, moins de dentistes, etc., mais que ça soit des habitudes de santé, parce qu'on voit que quand la santé se dégrade, après la personne devient très vite dépendante et ça pose vraiment des problèmes. Donc la prévention, vraiment un gros travail sur ce volet-là. Et puis après, tout ce qui touche, en fait, vous savez, le thème des personnes âgées, ça touche plein d'autres thèmes. C'est la santé, je viens d'en parler. Ce sont aussi, c'est tout ce qui touche à la formation du personnel, à domicile ou en EHPAD. C'est bien sûr le logement. Nos anciens veulent rester à la maison, comment on les accompagne? On peut pas toujours rester dans le domicile d'origine, donc il y a plein d'autres solutions. Donc ça, c'est un volet aussi très important. Et puis tout ce qui est mobilité, c'est-à-dire qu'adapter nos villes et nos communes à l'accueil de personnes âgées. C'est-à-dire que quelquefois on met des bancs pour que les personnes âgées ou autres, il n'y a pas que des personnes âgées qui vont sur les bancs, mais on se dit tiens, pour que les personnes puissent, c'est-à-dire qu'on met des bancs devant rien. Il faut mettre des bancs devant une école, devant des magasins, etc. Non mais regardez, pas devant un mur. Mais voilà, pas devant un mur. Il faut mettre des bancs assez souvent dans les villes et même nos communes pour que nos personnes âgées puissent marcher, faire des pauses et repartir. Escalier. Ce sont des toutes petites choses, mais il faut réfléchir. Tout à fait. Et mettre encore une fois la personne âgée au cœur de notre réflexion. Et je dois dire, je ne sais pas si on a le temps de prendre un appel ou prendre un appel peut-être après la pause. Nous sommes toujours avec David Bouillon et avec Véronique Besse et on parle de... On ne serait rien sans, vous savez, les personnes âgées. Comme vous dites, David Bouillon, il n'y a pas d'âge, il y a des vivants. Et c'est de cela qu'il faut s'occuper. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Eh bien, nous avons, je crois, une auditrice. Un deuxième appel d'Anne-Catherine qui appelle de Goudargues. Bonjour Anne-Catherine. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci de prendre mon appel. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par un hommage aux soignants et aux aidants qui font en général un travail formidable et qui mettent énormément de dévouement et d'humanité.
Et malheureusement, il y en a quelques-uns, des brebis noires, qui n'ont rien à faire dans ces métiers-là. À ce moment-là, effectivement, ce serait mieux qu'elles se reconvertissent. C'est vrai, comme dans tous les métiers d'ailleurs, il faut le dire. Exactement. Ouais. Je rebondis très vite sur ce que disait Madame la députée et je remercie énormément vos deux intervenants pour tout ce qu'elles ont dit. Mais il y a une chose que je voulais pas laisser passer, c'était il y aura moins de médecins, moins de dentistes, mais on va trouver une manière de faire autrement. Et là, je suis pas d'accord. Je pense que justement, au poste où elle est, c'est à elle d'exiger que on ait plus de médecins, qu'on ait plus de dentistes, parce que la santé des Français, de 1 an jusqu'à 97 ans, elle n'a pas de prix. Et c'est justement ce qui va garantir le bien vieillir. Donc, ce n'est pas des machines qui vont nous soigner, ce sont des êtres humains qui sont capables de poser un diagnostic et d'écouter des souffrances. À quoi ça sert de parler à une machine ? Véronique Besse. Alors vous avez tout à fait raison, hein, madame. Évidemment, je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. On manque effectivement beaucoup de médecins généralistes, mais de médecins spécialistes aujourd'hui, et puis tous les professionnels de santé. Il y a eu des erreurs énormes de fait par les temps passés, tout gouvernement confondu, avec le numerus clausus, etc. Et maintenant, on a du mal à remonter la pente, et on sait que pour former un médecin généraliste, c'est au moins 10 ans. Et voilà, donc ça pose vraiment des problèmes. Ce que je voulais dire, c'est pas du tout, c'était pas le fait qu'on s'en lave les mains, c'était bien au contraire. En fait, on fait avec ce qu'on a. Mais vous savez, c'est très compliqué. Il y a un lobby très fort à l'Assemblée nationale sur ce thème-là. Et dès qu'il y a une loi qui est proposée pour inciter de manière diverse et variée à ce qui est des professions, par exemple, on sait qu'il y a dans certains territoires il y a une surpopulation de médecins et que dans d'autres territoires, donc il y a un désert médical. Exactement. Donc l'idée c'est de dire, on répartit comme un peu pour les pharmaciens, il faut un pharmacien pour tant d'habitants. Mais dès qu'on prononce ce genre de choses, dès qu'on écrit ça dans une loi, c'est impossible au nom de le fait que ça soit de la médecine libérale. Le libre choix. Donc on n'y arrive pas. Malheureusement, on n'y arrive pas. Ce que je voulais dire, c'est que quelquefois, parce qu'il n'y a pas de médecins, parce que les médecins généralistes ne viennent plus à domicile, parce qu'ils n'ont plus le temps, parce que les dentistes ne se déplacent pas, mais la personne âgée est peut-être celle qui en pâtit le plus, en fait. Et quand je parle des dentistes, par exemple, quand il y a des problèmes bucco-dentaire chez une personne qui a du mal à s'exprimer, qui est très très âgée. Il y a ensuite des problèmes de nutrition, et quand il y a des problèmes de nutrition, on sait qu'ensuite ça va très vite et que la personne se déshydrate, se dénutrit. Toute la chaîne, absolument. Etc. Voilà, donc il y a vraiment là au niveau de la prévention, pour qu'il y ait des examens réguliers, il y a vraiment un domaine à investir. Et en tout cas, ce seront des grands domaines d'aujourd'hui et de demain. David Houillon, pour conclure. Oui, moi je voudrais conclure dans le sens de l'auditrice, parce qu'en réalité, les médecins et les infirmières ont tellement de surcharge administrative, parce qu'il y a des lecteurs de cartes, il faut rendre des comptes sans arrêt, ça prend des heures et des heures sur une journée, donc il faut alléger tout ce travail au profit de l'humain. Mais pendant ces crises sanitaires, ce qui a bien marché, parce qu'on oublie quand même de savoir que cette crise sanitaire est une crise d'une infection, c'est une infection. Donc ça veut dire que nous avons passé beaucoup de temps à aider ces personnes âgées, à booster leur système immunitaire, à faire vraiment une alimentation riche en vitamine D, en zinc et en vitamine C. Et nous avons montré comment utiliser un stéthoscope, un tensiomètre, comment utiliser un oxymètre. Donc ça veut dire que dès le moment où tous les paramètres peuvent être pris par la personne âgée et la famille, on a déjà une chance d'avoir un bon diagnostic de manière précoce. Parce que ce sont des personnes âgées, oui, mais elles sont faibles, elles sont vulnérables, et il faut agir vite. Donc on ne peut pas laisser une personne âgée avec une pneumonie pendant 10 jours. Et donc quand on a une prise de sang complète et tous les paramètres qui sont pris, on a un bon diagnostic. Monsieur Berkoff, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la maltraitance invisible concerne donc des privations de soins, des abstentions coupables de soins et des injections létales, c'est-à-dire que quand un médecin fait un diagnostic et qu'il croit que c'est le bon, il a le droit d'abréger la vie de la personne. Mais s'il se trompe de diagnostic, alors là, où va-t-on ? Et c'est ça le problème, c'est que moi je suis partant pour tout ce qu'on peut faire pour d'abord donner un bon diagnostic à la personne âgée et un maximum de chances pour quand même faire une fin de vie dans la dignité. Une prise de sang complète, monsieur Berkoff, nous avons 9 pages de prise de sang, nous avons les paramètres, l'oxygène et nous avons les traitements à domicile.
Pourquoi dépenser de l'argent pour les hôpitaux, des ambulances, des réanimations, des services d'urgence qui coûtent cher, alors que la médecine générale ne coûte pas sérologie cher. au départ, alors qu'on n'a pas fait de sérologie. Voilà. Et la médecine générale, c'est pas le médecin généraliste, c'est le médecin généraliste et tous les soignants qui sont autour du patient. Je le répète, il faut toute l'équipe soignante autour, y compris le pharmacien. Et ne pas oublier qu'un médecin, c'est un médecin traitant, c'est-à-dire qu'il doit traiter vocation. et pas disparaître derrière le Doliprane. On est bien d'accord. Merci Madame la députée. Merci beaucoup. Et merci David Merci Bouillon. André, merci Madame la députée. Et Merci à on vous. continuera à parler de tout cela parce que ce n'est pas fini. Non. Et on va défendre le droit à la vie jusqu'à aller 110 ans, allez 112 ans, Au moins. au moins. Jusqu'au bonheur final. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.